Je m'appelle Claire, j'ai 21 ans et je suis l'équipage 1648. Je m'appelle Alexis, j'ai 28 ans, je fais partie de l'équipage 2288. Moi c'est Christian, j'ai 25 ans, donc je suis le binôme d'Alexis. Je m'appelle Maria, j'ai 22 ans et notre numéro d'équipage c'est le 1065. Je m'appelle Victoria, j'ai 21 ans et numéro de voiture, enfin d'équipage 1065. Bonjour. Merci. Merci beaucoup. Parce qu'hier on a eu des amis comme ça qui se sont perdus dans les dunes, elles sont pas rentrées avant 23 h. Elles ont laissé leur voiture, elles étaient 3 perdues dans les dunes et elles ont trouvé des petits motards qui les ont ramenés pour 110 dirhams au camp pour ensuite après rechercher la voiture. Donc c'est vrai que quand on est perdu, on est réellement perdu. Elle me dit on a pensé faire demi-tour etc. et en fait impossible de retrouver leur chemin. Donc c'est vrai que c'est faut faire un peu attention. Le Catrel Trophy, c'est une philosophie, avant tout. C'est un voyage initiatique qui est destiné aux jeunes, qui est la conséquence d'une idée partagée par des amis il y a une vingtaine d'années, où nous disions mais quel dommage de ne pas avoir pu faire ce genre de choses en 20 ans. On était en train de bivouaquer, c'était au Mali à l'époque. Et voilà, discussion aidant, autour d'un feu de bois le soir au bivouac. Pourquoi pas essayer avec une voiture classique, normale, de faire des pistes, etc. Bon, en rentrant, voyage au Maroc, quelques mois après, j'ai loué une 4L et j'ai fait 1000 km de piste avec et je me suis rendu compte, je me suis dit c'est bon, ça passe. En fait, depuis que je suis toute petite, mon papa fait ça, lui, en 2 chevaux, donc avec des vieilles voitures, il fait partie de l'organisation. Et j'ai toujours vu mon père partir, faire ça, lui il a fait différentes régions. Et le Catrel Trophy, c'est la même chose, sauf pour les étudiants en fait. Et quand je me suis dit, je peux le faire au sein de l'école de commerce que j'intègre, donc France Business School, je me suis dit, j'y vais, je tente. On a eu des moments de doute, à 3 jours de l'inscription définitive, on s'est réunis, Paul-Louis et moi, réunion de crise, il nous manquait de l'argent. On s'est dit, on va jamais y arriver. On a nos études à réussir à côté aussi, on peut pas. Et d'un seul coup, on a eu un sponsor, un petit sponsor, c'était pas une somme énorme, qui nous a dit c'est bon, je vous suis. Et là, ça nous a donné de la motivation. On est reparti tout de suite, mais à 3 jours, on était prêt à tout abandonner. Et ce qui nous a motivés, c'est de se dire non, on passe pas à côté de ça. On veut pas regarder les autres partir sans nous. Alors moi je me lance dans l'aventure, c'est vraiment en fait pour vivre un truc différent et qui peut faire peur aussi, donc comme de toute façon on est parti à l'étranger l'année dernière, on a eu peur aussi avant de partir. Voilà, vivre quelque chose de différent et d'enrichissant et on sait que ça le sera. Moi c'est dépassement de soi et défi personnel. Voilà. Dépassement de soi, réellement. Fatigue, je pense qu'on va accumuler beaucoup de choses et ça sera vraiment d'aller au bout de nos objectifs et de maintenir le cap et vraiment un dépassement de soi, en tout cas. Votre attention, s'il vous plaît, nous informons les passagers que pour raison de trafic maritime, nous allons tarder notre entrée au port de temps dans quelques minutes. Merci pour votre attention. C'est vrai qu'on a pris goût au voyage, on aime voyager, vraiment. Et c'est vrai qu'en apprenant le Catrel Trophy, on avait une réelle envie toutes les deux de le faire et on s'est dit pourquoi pas voyager mais autrement. Et se lancer voilà, aussi dans un défi, aussi, relever un défi. Nous,
parce que mine de rien, bon voilà, c'est quand même un raid qui dure plus de 10 jours. On vit à 2 dans une 4L. On va vivre des étapes qui sont très différentes les unes des autres. On va prendre un bateau. Voilà, moi j'ai jamais pris de gros bateaux comme ça avec une voiture. Premier pas au Maroc, alors ça va être le bateau, je pense, qui va être assez impressionnant. Avec toutes les 4L qui vont monter dedans, qui vont être remplies de 4L et d'étudiants. Un bateau comme ça, je pense que ça peut être assez déroutant. Mais du coup, après, quand on va poser le pied au Maroc, qu'on va se dire, ah bah ça y est, on n'est plus sur notre continent, on est sur le continent africain. Peut-être que ça va nous changer et nous dire, bon, ben ça y est, on y est, on a mis un pied devant, on peut plus reculer en arrière. Le bateau, ça ne sera pas avant dimanche prochain. Et là, on est vraiment en Afrique, et au Maroc surtout, pendant plusieurs jours. J'ai pas beaucoup voyagé, ouais, pour moi ça va être l'un des plus grands voyages que je vais faire pour le moment. J'ai pris une fois l'avion, j'ai jamais pris le bateau. Et ça aussi, j'attends ça aussi avec impatience. Changer de continent, j'ai jamais fait encore. J'espère que ça va me surprendre et j'en prendre plein la vue, quoi. Ma première nuit, je pense qu'elle sera fraîche, qu'il y aura du sable normal, mais poussiéreux, voilà. J'arrive pas trop à imaginer, je pense qu'après la première, on s'y fera vite. Ça dépend des conditions. Mais sinon, voilà, ça va être sur le bivouac avec la tente, etc. Moi, ça me fait pas peur. J'étais scout, donc voilà, y a pas de... je sais dormir sous la tente et avoir des bons sacs de couchage. On a pris de toute façon du bon matériel, donc normalement on ne devrait pas avoir froid. Mais non, on a tout pris, tout ce qu'il fallait et ça c'est pas. Je pense que ça a tellement fatigué. On est équipé, oui, dans voilà. 2 secondes, on dormira bien. On dormira très rapidement. C'est une course parce qu'il y a un classement, etc. Mais au final, tout le monde est là pour vraiment profiter à fond du raid, mais pas vraiment pour finir premier. Enfin, c'est plus ça qu'on entend dans une course, donc voilà. Mais c'est plus profiter à fond et avec notre 4L et notre coéquipier et y aller, quoi. Pour moi, c'est plus une aventure dans le désert qu'une course. C'est découvrir et puis s'entraider et puis surtout de partir dans le désert, quoi. Et on a trouvé une route et on espère que c'était la bonne, mais en tout cas, voilà, donc, on l'a prise. Donc cette sensation d'adrénaline s'est transformée finalement en sensation de liberté et d'excitation quand on a compris qu'on était bien sur la bonne direction, qu'on avançait bien, qu'on était parti suffisamment tôt, qu'on était au milieu de paysages magnifiques. Après, sinon, on ne s'attendait pas à autant de paysages, une diversité telle que celle qu'on a pu voir. Donc ça, c'est vraiment super. Et voilà, pour l'instant, on est hyper contents. On n'arrête pas de prendre des photos et de profiter parce qu'on pense aussi que ça va passer très vite. Le meilleur souvenir, c'est un meilleur pas bon souvenir, c'était la nuit à
à Boulajoul où il a fait très froid et que j'étais en savate et que je sentais plus mes orteils pendant toute la nuit. On imagine qu'on va avoir froid apparemment. Et puis, on nous a dit qu'il faut prendre des duvets, des vêtements bien chauds. Enfin, faut se prévoir parce qu'apparemment on va être surpris par la température. Ouais. Après, on va bien voir, on attend d'y être. Donc on s'est couché, il était quoi? Il était minuit, réveillé à 3h parce qu'il faisait vraiment très froid. Moi j'ai très mal dormi, on était en plus dans une petite tente. Le problème c'est qu'on a une tente d'une personne, donc on était assez serré. Mais bon, mon copilote avait préféré d'aller dans la voiture. Donc moi après, donc à 3h30 je suis parti dans ma 4L pensant qu'il faisait plus chaud, mais je me suis trompé. Donc voilà, très mauvaise nuit. On n'a pas tardé à se coucher à cause de la fatigue. Fatigue et le froid. Moi j'ai dormi dans la voiture parce que le sol était un peu trop dur à mon goût et lui il a quand même fait passer la nuit sous la tente. Donc la première nuit au Maroc, dans le désert, elle va être froide avec tout ce qu'on m'a dit, qu'il fait très froid la nuit, ça descend à 0 degré. Donc on a prévu tout ce qu'il fallait, chaussettes de ski, double duvet, enfin bon, on a tout prévu. Mais ça va être un moment, je pense, assez inoubliable. Enfin, on va jamais l'oublier, hein. Ça va être quelque chose qui nous restera pour toujours, je pense. Ceux qui partent plus tôt, ils font très attention au classement, etc. Ils sont très vraiment course à fond. On espère qu'il fera un peu meilleur et qu'il y aura un peu moins de vent que dans les précédents bivouacs. Moi j'espère pouvoir sortir le hamac ce soir, avec un peu de chance. Il y en a qui se lèvent à 5h30 et qui sont à 7h devant le portique. Donc c'est vrai qu'on se lève un petit peu plus tard et il y a toujours beaucoup de monde en fait. Non, j'étais jamais venue dans le désert avant, donc je savais vraiment pas à quoi m'attendre, puis je savais vraiment pas dans quel type de conditions on allait bivouaquer. Et donc ça a été un peu la grosse surprise, mais j'avais l'habitude de faire du camping avec les fins. Je suis bien habituée aux conditions de vie, pas forcément évidentes sur le bivouac. C'était vraiment les pistes qu'on attendait depuis le début. Et puis la toute première piste qu'on a commencé à faire, on sortait vraiment de la route. Et c'est là que ça a été le plus dur pour les 4L. Et c'est là qu'on a vraiment... fallait conduire autrement. On avait vraiment beaucoup plus peur pour la 4L. Et on découvrait vraiment quelque chose qu'on n'avait jamais fait avant. Donc, je pense que c'était le moment le plus... waouh. C'est plus une aventure d'équipe déjà. Première équipe, alors c'est plus équipé à 3 effectivement parce que la 4L elle prend une grosse importance puisque tous les sujets de discussion c'est quasiment les 4L quoi. Et donc, mais c'est beaucoup plus, d'abord on vit beaucoup de choses en équipe, mais après c'est aussi un effet de groupe mais petit groupe. Ça se fait pas Enfin les effets de masse moi j'ai pas trop aimé et puis j'ai pas trouvé que les effets où on est tout le temps trop ensemble c'était pas, pour moi c'est pas le 4L Trophy. Le 4L Trophy c'était quand on suivait à 2-3 personnes ou alors quand on est allé aider les gens mais avec d'autres, mais souvent c'est des petits groupes, c'est l'histoire d'un petit groupe de plusieurs 4L et puis de temps en temps on voit d'autres groupes et on les aide, mais après d'abord c'est une aventure avec son coéquipier quoi, ce qui peut être facile ou pas facile. Et bon, après, c'est ça, parce qu'il y a toujours des moments où on est fatigué et tout. Ouais. C'était vraiment des paysages magnifiques. Et puis après, on a suivi le roadbook, on suivait à peu près les autres aussi. C'est vrai que finalement, c'est surtout les autres qui nous guident, quoi.
la 4L est une voiture magnifique. Avec la technologie qu'il y a sur la 4L, on peut la réparer avec un trombone de bureau. C'est extraordinaire. Et c'est sa simplicité, sa solidité, sa fiabilité qui a fait qu'on ait choisi ce véhicule. Et il est accessible. On va 5 secondes, on est reparti. L'aventure, c'est le voyage. Je dirais que c'est le voyage, entre autres au Maroc, où j'avais jamais été, j'étais jamais sorti de l'Europe. Donc le voyage dans un autre pays lointain, avec le désert et avec une vieille voiture et plein de monde. Et puis des galères, surtout des galères, une bonne ambiance, etc. C'est l'aventure, c'est les bivouacs, c'est la toile de tente, c'est sortir le réchaud, un peu le camping avec tous les étudiants, une guitare autour du feu. Après, dans le désert, c'est avoir des galères dans des dunes, s'entraider tous ensemble, apprendre les sangles et puis tirer toutes les voitures et toutes les 4L. Et oui, c'est l'aventure, hein. C'est complètement la voiture dans un endroit qu'on ne connaît pas, on est complètement dépaysé, on ne connaît pas du tout le Maroc, les paysages, ça va être du sable, du goudron dans les villes, on ne sait pas. Pour moi au début j'avais une idée de voir que du sable autour de moi. Et non, bon, on va quand même trouver des routes, mais c'est vrai que ça va être complètement différent de la France et c'est pour ça que pour moi c'est l'aventure. Un bon début, oui. Un bon début pour voir à quoi ça va ressembler dans le vrai sable et dans le vrai désert. Première partie de la journée, c'était autoroute, route. Ensuite, on a entamé les pistes. Donc c'était piste et piste en fait de terre et piste sablée. Ça s'est bien passé, pas trop de visibilité parce que dès qu'il y a une voiture devant, on ne voit pas à 5 mètres. Mais voilà, on s'en sort. On s'attendait pas à des tempêtes de sable comme ça. C'est vrai que là dans la tente, il y a du sable partout. Dans la voiture, voilà, ça sert vraiment à rien d'enlever le sable puisqu'il y en a vraiment partout. Voilà, il y a des petites difficultés comme ça, même si c'est des petites choses, c'est vrai que il faut s'habituer, il faut se caler un petit peu des habitudes et voilà. On est contente parce qu'on ne s'est pas ensablé et du coup c'était pas une perte de temps non plus. Donc voilà, on est arrivé tôt au bivouac et ça s'est bien passé. C'est le soir où on est monté dans les dunes de Merzouga à côté du bivouac. Là, on a regardé le coucher de soleil. Il y avait énormément de gens sur la dune et c'était vraiment, on voyait des dunes à perte de vue, on voyait le parking avec des milliers de 4L. C'était vraiment beau là. À ce moment-là, on s'est dit, waouh, on est quand même en plein milieu du Maroc et on est venu en 4L quoi. Alors que les autres ils sont toujours à Brest. Dans leurs petits appartes. Non, là on s'est dit qu'on est quand même super bien ici, quoi. On a vraiment dormi pour la première fois. Alors, les nuits d'avant, c'est vrai que vu qu'il faisait frais, on se réveillait en fait voilà, tous les quarts d'heure. Donc ouais, là super, on s'est habillé de la même façon que les nuits d'avant et donc c'était parfait. Donc voilà, malgré le bruit, etc., on était fatigués donc on s'est vite endormi. Parce que le soleil hier nous a un peu tapé sur la tête, donc voilà.
Alors donc d'abord, il faut savoir que Desert Tour, c'est une organisation de un peu plus de 250 personnes sur le 4L Trophy, avec énormément de bénévoles. Donc c'est une organisation qui, je pense, qui fonctionne très bien et a géré de main de maître cette édition du 4L Trophy. Donc déjà, je pense qu'on peut les féliciter pour ça. Donc là, on est enregistré, on est bien sorti du campement. On est parti. Et là, c'était une épreuve assez stressante. On se demandait si on n'avait pas finalement bousillé la voiture ou un pneu qui allait lâcher. Donc on a eu des petits coups de stress quand même, parce que franchement, ça bougeait beaucoup. Et, Sur les pistes, vous avez toujours une adrénaline pour plusieurs raisons. D'abord parce que effectivement, la voiture, vous pouvez crever un pneu à tout moment, vous pouvez avoir une panne mécanique à tout moment. Et pourtant la 4L est tellement solide qu'elle tient. Incroyable, on se demande comment c'est possible. Kilomètre après kilomètre, elle avance sur les bosses, dans les oueds, dans les trous. Elle traverse absolument tout, c'est juste incroyable. Et donc vous ne devez surtout pas perdre le fil de l'orientation, toujours avoir le roadbook. Ça c'est le rôle vraiment du copilote, de s'assurer qu'on ne se trompe pas de direction, parce que sur une route c'est facile de faire demi-tour, dans la piste c'est beaucoup plus compliqué. Après le lendemain justement on s'est perdu dans les montagnes un peu, on savait pas trop où on allait, il y avait plein de voitures qui nous suivaient. Donc on s'est ensablé un paquet de fois là, on était tout seuls mais c'était marrant. Et on a vu des paysages juste magnifiques sur les côtés. Donc après on n'a vraiment pas regretté d'être passé par là. Et donc on a fait notre chemin, on a réussi à retrouver la piste. Le marathon, ce qui est sympa, c'est que c'est vraiment, on est tout seul et on est guidé avec le roadbook, mais on peut partir un petit peu. Donc, Quand vous arrivez sans vous arrêter, que vous arrivez à passer la difficulté et que vous voyez que les autres 4L sont déjà soutenus par un certain nombre d'équipages, vous vous dites bon, celle-là je ne vais pas l'aider, je vais plutôt aider la suivante. En fait, c'est vraiment une entraide qui s'organise. Si on sait qu'on a 4 ou 5 équipages qui poussent déjà une 4L, on ne va pas s'arrêter inutilement au risque de bloquer le trajet. Donc finalement, on a vu la technique accélérer à fond, y aller et pas trop avoir peur. C'était des belles pistes, par contre, c'était vraiment beau les paysages qu'on a parcourus, c'était vraiment impressionnant. Avec les énormes pistes avec des cailloux à moitié de sable, etc. C'était vraiment, vraiment beau.
Oui, la rivière, ça allait. Finalement, c'était un peu comme les bacs à sable. Faut y aller assez vite, mais pas trop, et ça passe. Donc il y avait une de mes amies, Louise, qui s'était ensablée à l'endroit où nous on a eu du mal là. La voiture a failli vraiment s'arrêter. Donc du coup elle a sorti sa sangle et tout le monde est venu l'aider, donc elle est sortie en 10 minutes. C'était pas un gros ensablement là. Elle avait juste ses roues avant qui étaient prises dans le sable, donc ça allait. En fait on a un petit roadbook qu'on nous a distribué au tout début du raid. Et donc c'est expliqué par des schémas avec des abréviations à droite, tout droit, suivez, etc. Différentes routes. Et donc là, typiquement, c'est suivez l'éventail et tournez à gauche après l'épouvantail, pardon. Voilà, c'est suivez la route, la piste balisée. Et donc on te montre un petit peu les différentes pistes par des flèches à ne pas prendre, à prendre, etc. Donc c'est assez bien fait. Après, il y a aussi, pour ceux qui sont vraiment pros, il y a une boussole et donc on te dit cap 190, voilà, on t'indique un peu plus, mais bon, c'est vrai que nous, la boussole, on l'a pas trop maîtrisée encore. Donc, du coup, on préfère suivre les autres. Regarde, toute la ligne d'attente, la file d'attente, à mon avis, il doit y avoir un bac à sable où il y a tout un serpentin. C'est là où il faut être plus intelligent et contourner le truc. Regarde. Voilà. Attends, ils se sont pas mis assez haut là. Qu'elle me cale pas. Bien, elle me cale pas. Je suis pas assez haut, moi. J'ai pas assez d'élan là. Attends, je vais aller voir. Eh, j'ai pas assez d'élan là. Hein. Et puis d'abord là, vous faites pas là, vous allez faire un saut de ouf là. Regardez. Faut qu'on remonte, hein. Non, Bertrand, on est trop bas. Hein. Ouais, faut se mettre derrière Batou. Quoi? On fait de la meuf rose, on prend tous les dents là. Et tu veux aller par où? Parce que là, t'as un bac à sable juste devant. Mais c'est qu'un bac à sable. Là et là, hein. C'est qu'un bac à sable. Attends, vas-y. Wow, wow. Regarde Lidl. Et franchement, non mais attends, t'as vu ce qu'elle a fait ou pas? Elle est passée, tu vois, à la droite du petit monsieur en rouge là. La Lidl, elle est bien. La droite du petit monsieur en rouge, là la bleue, elle est partie trop mauvais. La jaune, elle avait plus d'élan là. Non, la bleue, elle se démerde pas mal, elle ralentit pas encore trop. La jaune, elle s'est vachement bien démerdée, hein. Faut faire comme ça, les gars. Là où était la bleue là? Ouais. Bon, ok, mais Baptiste, je m'en souviens pas là par où il est passé. Hein.
Non, tu vois, il a fait là tout droit, après il a été direct à droite, il est passé derrière la blanche, et après entre la... Ouais, bon, allez, vas-y, de toute façon, là, il va faire la même, mais... Non, et là, j'aime pas du tout la rose qu'elle fait, parce que là, elle me gêne énormément au passage. Je sais pas du tout où je vais aller, mais de toute façon, je vais m'ensabler. Hein. Bon, faut que je prenne pas mal d'élan. Hein. Là, tu recules. Tu reprends les traces. Là. Ok. Ouais, j'ai vu. Attends, je sais même pas où je vais. Hein. Je vais tout de suite. Oh putain, le truc de malade. Oh putain. C'est pas possible. Ah non, je sais pas du tout. Ok, donc là maintenant, je vais suivre ce truc. Je sais pas si c'est bien de faire ça, mais je crois que c'est pas mal. C'est pas mal. Vas-y, reprends. Je finis. Là, faut que j'y aille. Allez, gauche. Ouais. Et voilà. Attends, je vais une seconde parce que je crois que je vais pas encore terminer. Oh non, pas là. Ok, je crois que là, c'est mort. Pas dommage. Non, j'avais fait trop bien le truc. Merde. Et là, je suis bien. Oh non. Oh non. Bon, Bertrand. Il faut que j'accélère un grand coup là. 1, 2, 3. Vas-y, à fond. Reste en première. Attends, faut que je m'arrête. Bon là c'est bon là, je suis pas embourbée là. Ouais, nickel. Ok. Bon. Enfin sorti. Ah non mais c'est vrai que sans l'aide de plusieurs personnes, on peut pas sortir sa 4L du sable comme ça en appuyant sur l'embrayage à fond. Hein. C'est vrai que c'était essentiel d'avoir au moins une dizaine de personnes sur la 4L pour nous sortir de ce bac à sable qui était interminable en fait. Après, on a eu droit aussi à une autoroute dans les pistes. Là, on a eu assez peur parce qu'en fait, on voyait rien du tout. Et il y avait énormément de poussière et il y avait des voitures dans tous les sens. Et il y avait un mini ravin sur les côtés. Du coup, c'est vrai qu'on n'était pas confiante, mais finalement, ça allait en suivant les autres. C'est vrai que c'était long, quoi. Et on est sorti là. En théorie, on devrait retrouver une route. Normalement, ça serait ça. Je vois plus. Tout est dans la prise d'élan là. Le problème, c'est que si tu accélères quand t'es en plein bac à sable, l'embrayage est complètement... Allez, go.
attends, là, il y en a une qui s'est ensablée. Donc, ça va être chaud. Elle est complètement au travers de la piste. Les nanas, elles se sont plantées. Complètement. On la voulait plus celle-là. Vous vous embêtez. peut aussi nous arriver, quand une équipe vient vraiment nous aider, on passe la difficulté et là on s'arrête et tout simplement pour la remercier, on va les aider et finalement ça devient naturel. Finalement, l'étape marathon, les choses se sont déroulées différemment. La piste fait que certains ont des problèmes, d'autres n'en ont pas. Donc on avance chacun à son rythme et on se retrouve avec des équipages sur un bivouac, des équipages qu'on ne connaît pas du tout. Alors, moi, pour ma part, je ne connaissais pas du tout le désert. Et ce que j'en retire, c'est que ça a été à la fois notre meilleur ami et notre meilleur ennemi. Parce qu'effectivement, quand on n'a pas la connaissance du milieu, de la façon de rouler, etc. dans le désert, on se fait piéger, on se fait avoir, que ce soit des cailloux, du sable, des oueds, etc. Mais les paysages qu'on y traverse sont tellement magnifiques, c'est tellement différent de ce qu'on peut voir au quotidien, c'est tellement une nature qui est le plus souvent préservée que finalement c'est comme si on le personnifiait, comme si on le personnifiait que c'est un enfant qui fait des bêtises, mais on ne peut pas lui en vouloir parce qu'il nous apporte énormément de choses, il nous grandit. Et on a cette relation un petit peu ambiguë où on a peur de le traverser, mais c'est tellement magique qu'on y est bien en fait et qu'on veut y rester. La première boucle, il y a eu un bac à sable où on a attendu à peu près 2 heures avant de le faire, donc on voyait à peu près où il fallait passer et en fait c'était t'accélères à fond et tu t'embourbes, on te désensable et go quoi. Donc c'est ce qu'on a fait, on est allé assez loin, donc on était contents. Et
Puis on nous a désensablés, on s'est garé sur le côté, on a aidé d'autres gens et voilà. Il n'y a pas vraiment de mots à mettre dessus, quoi. Moi, je ne pourrais pas mettre de mots, personnellement. Mais si je devais en retenir qu'un, ça serait peut-être le dépassement de soi, où on a plus de 1400 4L qui ont traversé le désert, qui ont affronté des difficultés incroyables. Et ce qui est intéressant, c'est que les équipes, toutes les équipes avaient en tête une étape qui était marquée sur le roadbook, une étape où on pouvait s'arrêter et que c'était sympathique. Et finalement, il y en a qui auraient pu continuer, mais il y en a qui sont embourbés. Et ensuite, ils se sont arrêtés pour aider les personnes embourbées et ils ont dû faire leur bivouac à un endroit où ils n'avaient pas prévu. Quand il a commencé à faire nuit, du coup on s'est arrêté avec plein d'autres gens, on a bivouaqué, on a sorti la musique, on s'est fait un bon plat, on s'est même fait un camembert, camembert fondu. Et puis on a posé nos affaires et les gens naturellement sont venus poser leur propre nourriture, leur propre boisson. Et voilà, on a fini par s'organiser pour, avec le camping-gaz, faire nous-mêmes à manger et puis on a tout partagé. Et au fur et à mesure de la soirée, on a senti l'ambiance qui se détendait vraiment, beaucoup plus d'échanges entre les gens, des gens qui ne se connaissaient pas du tout et qu'on n'aurait probablement pas rencontré sur le bivouac global, sur le bivouac commun. Et puis pour moi ça a été le bivouac le plus intéressant, le plus sympathique. Ah oui, c'est sûr. J'ai senti plus le bien du mal, car j'étais sur la route toute la sainte journée. Je n'ai pas vu tout en passé. J'étais sur la route toute la sainte journée. Si seulement j'avais pu lire dans tes pensées. Après sur le bivouac, il y avait quand même une dizaine de voitures, donc il y avait des gens qui voulaient se reposer, des gens qui voulaient faire la fête. Donc on va dire qu'il y a des petits groupes qui sont formés. Il y a nous on était plutôt dans un petit groupe qui discutait, qui dînait ensemble. Il y avait un petit groupe qui faisait un peu plus la fête avec plus de musique à côté. Et ça s'est fait encore une fois assez naturellement par affinité, parce que les gens avaient envie de faire. Mais je pense que l'idée commune, c'était de se détendre, d'apprécier le moment. Tout le monde savait qu'on était, entre guillemets, bloqués pendant la nuit. Ça permet aux gens de se détendre, de se reposer et de se dire demain on repart, on se lève tous à 6 h, on repart tous ensemble. Et d'ici là, on est bien, on en profite. Et c'est ça aussi le 4L Trophy, c'est la dimension course et action, aventure. Et la dimension aussi beaucoup plus posée, mais découverte aussi. Elle m'a dit d'accélérer, du coup t'avais un peu peur, ils se sont. Ouais, mais là ils étaient vraiment chauds. Est-ce que seront les sérieux? Est-ce que seront les sérieux? Je me souviens les prairies bordées de cactus. Je vais pas marcher devant ce trottin de cilice. Je vais l'attraper sur le chapeau et faire tourner comme un soleil. Sur la traverse de village Tout le monde s'est réveillé en même temps et moi je me suis fait réveiller par la tente du voisin, j'ai réveillé mes voisins et c'était super sympa parce que tout le monde a émergé en même temps des tentes, puis on a petit déjeuner ensemble et on a plié, on est parti encore une fois quasiment tous ensemble. Ouais. Si je devais encourager quelqu'un à faire le 4L Trophy, je sais même pas comment le décrire tellement c'est énorme, mais après dire que c'est une aventure incroyable,
avec autant de monde, autant d'étudiants, surtout en 4L, c'est un peu improbable. Et après c'est vrai que c'est des endroits où on peut jamais vivre ça en dehors du 4L Trophy mais en 4L, c'est vraiment incroyable. Et après, il y a toutes les entraides, les rencontres, etc. qu'on peut faire ici. Et ouais. Je pense que le premier mot qui symboliserait le 4L Trophy, c'est une aventure folle, quoi. C'est vraiment fou. On a pu voir le lever du soleil après notre départ finalement. C'était peut-être le seul jour qui nous a permis vraiment de faire ça. Et on a croisé absolument personne. C'était un désert. C'est un désert magnifique et je pense que cette sensation de liberté, il y a peu de pistes et d'endroits comme ça qui peuvent vous le donner à un tel niveau. En fait. J'étais sur la route toute la sainte journée, n'ai pas vu tout en train s'immiscer. J'étais sur la route toute la sainte journée, si seulement j'avais pu lire dans tes pensées. Je m'apercevais pas que tu étais derrière chacun. Erreur fatale, que le temps déroulait. Je me vois dans un voisin. J'étais sur la route toute la sainte journée. Je n'ai pas eu le doute en toi s'immiscer. J'étais sur la route toute la sainte journée. Si seulement j'avais dans tes pensées. J'étais sur la route toute la sainte journée.